Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce premier webinaire L'heure du prof, organisé par l'Institut français du Portugal. Je suis Clarisse Boudard, l'attachée de coopération éducative et linguistique à l'Institut français du Portugal et au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Et je suis aujourd'hui accompagnée par Camille, vous l'avez déjà aperçu, qui est donc ma chargée de mission et que je tiens à remercier pour l'organisation et le suivi de cette première séquence, cette première session de rencontre virtuelle inaugure une série de 4 webinaires sur des thématiques différentes que nous vous proposons de suivre de manière hebdomadaire durant les 4 prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour échanger avec vous sur les outils numériques et les réseaux sociaux en classe de FLE. Et nous vous remercions d'ores et déjà d'avoir été aussi nombreux à répondre à notre appel. Pour votre information, sachez que vous avez été plus de 120 à vous inscrire. La preuve en est cette toile magnifique avec tous vos visages et vos beaux visages que je reconnais pour certains. Nous sommes vraiment en tout cas ravis de vous accueillir et nous espérons que vous serez aussi nombreux pour les prochaines sessions. Je vois que je n'ai pas initié ma vidéo apparemment. Si, voilà, ça revient. Désolée pour ces petits bugs techniques. En avance, vraiment, je sais que vous êtes bienveillants et que vous accepterez si parfois il y a quelques déconnexions. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux. Nous espérons vous retrouver pour les prochaines sessions et n'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous. Alors, avant de vous présenter nos 2 excellentes intervenantes, je voudrais aussi remercier et saluer l'Alliance française de Lisbonne qui nous a très gentiment prêté cette salle Zoom. Et je vais très vite laisser aussi Camille vous préciser quelques éléments techniques pour justement assurer la meilleure fluidité possible dans nos échanges. Et je vous reprends juste après. Camille ? Alors, bonjour à tous. Je suis Camille Campa, je suis chargée de mission éducative et linguistique ici à l'Institut français du Portugal. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire L'heure du prof et je vais faire de mon mieux en coulisses pour que tout se passe bien, même si c'est la première fois. Donc, soyez indulgents, on va faire ce qu'on peut. Je voudrais en faire un petit point technique avec vous. Donc, comme vous êtes très nombreux, on a désactivé vos micros et vos caméras, mais vous pouvez tout à fait réagir en utilisant le chat. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit onglet BATPAP ou converser en français. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions. Et à la fin du webinaire, on va reprendre vos questions et nos intervenants vont essayer d'y répondre. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Oui, ce webinaire est aussi enregistré, donc à la fin aussi, ce sera possible de le revoir. On vous enverra un lien pour ça. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Je crois que non. Tu nous souhaites une bonne session. Tout à fait. Et donc, merci Camille pour ces précisions. Il est donc maintenant temps, parce qu'on a pris un petit peu de retard justement à cause de ces petits éléments techniques, il est maintenant temps de vous présenter nos 2 intervenantes qui nous ont d'ailleurs fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et donc, vous le savez, vous les connaissez déjà peut-être, il s'agit de Fatima Oteirinho, professeure spécialisée dans les domaines des études françaises, de la didactique et de la littérature comparée à la faculté des lettres de l'Université de Porto, qui nous parlera des enjeux éducatifs, mais également linguistiques des réseaux sociaux. Bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, suivra Lydia Marquez, professeure de français et coordinatrice de la section européenne de langue française de l'Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Arengeiro à Espinho, qui nous donnera des pistes concrètes pour inclure tous ces outils numériques, les réseaux sociaux, dans l'enseignement du français langue étrangère. Je passe donc tout de suite la parole à Fatima. Pardon, Monida. Merci. Bonjour à tous. Je vais partager la toile. On a désactivé le partage de toile. Ah, d'accord. Voilà. Ça va venir. Je suis sûre que... Voilà. Merci Fatima. À toi. Bonjour à toutes et à tous.
Je veux remercier Clarisse Coudard de son invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir partager avec vous quelques notes, quelques réflexions. Je salue aussi Camille et je la remercie pour l'organisation de cette initiative et un mot aussi pour Lee qui m'accompagne, avec laquelle je collabore dans ce webinaire sur les outils numériques et les réseaux sociaux en classe de FLE. Alors, je crois que face aux situations exceptionnelles que nous vivons, cette situation d'exception, elle nous fait penser immédiatement à l'importance de ces outils numériques. Dès que nous avons dû faire face au non présentiel, on était en présentiel et maintenant on est face au non présentiel. Et ces changements qui peut-être semblent contraignants, en fait, je les vois en tant qu'occasion, en tant qu'opportunité pour entamer de nouvelles voies d'action, de pratiques éventuellement innovantes. Et face à notre récente expérience, je crois qu'il faut se poser quelques questions. Et déjà, par exemple, est-ce que nous sommes en train de faire de l'enseignement à distance ou est-ce que nous sommes tout simplement en train de faire de l'enseignement en ligne? Et par exemple, est-ce que nos interventions pédagogiques que nous sommes en train de déployer, elles rendent compte de nouveaux modèles d'intervention pédagogique, de nouveaux modèles d'enseignement-apprentissage dans et avec le numérique, ou est-ce qu'on n'utilise que des supports, on n'utilise que des outils numériques? Et donc, une autre question aussi, et je crois qu'on se pose souvent cette question, c'est comment engager nos élèves, comment nous engager nous-mêmes, et est-ce que le numérique peut nous aider à que ça arrive, à que ça se fasse. Et donc, ces quelques notes que je vais partager, elles visent surtout penser de futures interventions pédagogiques, les miennes, éventuellement les vôtres, et ces quelques notes, elles porteront sur 4 versants. Elles porteront d'une part sur la donne, d'autre part sur une présence sur le web, encore sur penser un tout petit peu au web social et aux médias participatifs, et finalement, je parlerai un tout petit peu des enjeux éducatifs. Alors, pour ce qui est de la donne, c'est vrai, je l'ai déjà dit, nous le savons tous, on est intégré, on est inscrit dans une culture numérique, on est conscient de l'importance, de l'omniprésence du numérique et de ce rayonnement, et le plus souvent, on est toujours en train de penser en termes de changement technologique. Mais moi, je voudrais surtout souligner le changement social que ces changements technologiques, cette culture numérique a déclenché. Nous vivons, nous faisons l'expérience de nouveaux modes de vie, nous faisons l'expérience de nouvelles pratiques, nous avons de nouveaux comportements, et donc, par exemple, on est bien conscient que nous sommes face à de nouvelles littératies. En fait, actuellement, on ne peut que reconnaître qu'il y a une littératie numérique. Il faut compter avec une littératie numérique. Il faut compter avec une littératie médiatique multimodale. Alors, qu'en est-il pour le plan de l'éducation? Et ça, c'est vraiment important de mon point de vue parce que il n'y a pas très longtemps, en 2006, on pouvait lire sur un document de l'UNESCO, le document Alphabétisation et alphabétisme, cette définition de littératie. Et je veux évidemment la lire parce qu'elle m'intéresse. On affirmait la littératie est la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et d'utiliser du matériel imprimé et écrit dans des contextes variables. Et on ajoutait, il suppose une continuité de l'apprentissage pour permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs, de développer leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société tout entière. En fait, cette définition de 2006, elle était ancrée sur le binôme lecture-écriture.
c'est vrai qu'on travaille encore avec ce binôme littérature-écriture, mais on travaille maintenant surtout et davantage avec des multilittératies. Et donc, je crois qu'il fallait changer cette définition pour que, en fait, le développement de ces multilittératies permette aux individus d'atteindre leurs objectifs. Et je reprends une partie de la définition d'avant, et de participer pleinement à la vie de la communauté. Pour participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société tout entière, maintenant, il faut compter sur des représentations plus larges, des représentations bien sûr linguistiques, mais aussi des représentations visuelles, sonores. Il faut considérer une communication multimodale. Et en fait, on constate, et c'est mon deuxième volet, que la présence de l'individu sur le web, elle est vraiment écrasante de mon point de vue. Et j'ai repéré ces quelques chiffres. Ce qui m'intéresse surtout, ce ne sont pas ces chiffres en eux-mêmes, et même si c'est important de savoir le degré, l'amplitude de l'augmentation d'utilisateurs d'Internet entre 2005 et 2017, mais de savoir par exemple, et c'est vraiment important qu'on passe plus de 2 heures de temps quotidien sur les médias sociaux, mais ce qui m'intéresse, c'est que ces chiffres portent témoignage sur l'importance du numérique, l'importance des dispositifs liés au numérique et sur l'occupation du temps que l'on fait dans ces environnements numériques. Pour ce qui est spécifiquement du Portugal, en fait, j'ai repris quelques données que l'on peut retrouver sur banquemondial.org ou sur Marketest, et ce sont des études, ce sont des statistiques et des données vraiment récentes de 2019. On voit qu'au Portugal, 75% de la population utilise Internet. En termes de l'échelle mondiale, en échelle mondiale, c'est juste 45%. Au Portugal, c'est 75%. En outre, et ça c'est important parce qu'en fait, on est toujours en train de parler du numérique, d'environnement numérique, mais on a encore une population qui n'a pas d'accès à Internet, qui n'a pas d'accès à des dispositifs qui lui permettent d'être connecté. D'autres données qui m'intéressent, c'est par exemple ce que l'on a vu sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on sait de WhatsApp, ce réseau social que presque tout le monde aujourd'hui utilise? Il a doublé en termes de pénétration en 3 ans. Ou par exemple, savoir aussi que le smartphone est le dispositif le plus utilisé pour accéder aux réseaux sociaux. Et donc, presque tout le monde, et surtout les jeunes, ils ont un smartphone. Alors, et cette présence sur les réseaux sociaux, elle est facilitée par l'usage de ce dispositif. Une autre donnée qui peut-être elle vous semble en détail, pas trop intéressante, même disons objet de critique, on sait d'après cette étude que les histoires sont l'un des contenus préférés sur les pages de personnalités publiques dans les réseaux sociaux. Alors, je crois que nous sommes tous conscients, on fait l'expérience au jour le jour de ces pratiques. Les jeunes particulièrement, mais pas seulement les jeunes, ils sont tout le temps en train de publier, de partager leurs histoires sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Alors, c'est quelque chose, je crois, à retenir. Pour ce qui est de web social et des médias participatifs, en fait, on sait que le web social est envahissante, que l'on a toujours dans notre quotidien, dans notre paysage visuel, par exemple, ces logos. Ils sont déjà très communs chez nous et entre nous, et ils permettent une pratique de partage, rapide. Ils permettent aussi, et c'est une pratique aussi vraiment importante, non seulement la consommation, mais aussi la génération et, je souligne ce dernier point, l'actualisation du contenu.
Et cette actualisation du contenu, elle est ancrée sur une dynamique participative et une dynamique collaborative. On sait aussi que ces médias participatifs, ils permettent la création et le conséquent partage en réseau de contenus multimédia. Et on sait aussi, on connaît aussi, on le voit à tout moment, des vidéos qui arrivent, que l'on peut regarder sur notre portable, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Donc, ces plateformes participatives, elles font la promotion, elles aident au développement de toute une production énorme, une production multimodale pour la plupart du temps, et cette possibilité de participer, de collaborer et quelquefois même de coopérer. Donc, je crois que le premier enjeu éducatif qu'il faut tenir en ligne de compte, c'est effectivement cet nouveau profil de l'élève. En effet, nos élèves, la plupart de nos élèves, et je me permets de généraliser un tout petit peu parce qu'on connaît, et surtout récemment, on l'a bien vu, il y a encore de l'info-exclusion, mais la plupart de nos élèves, ils ont une triple condition. Ils sont en même temps utilisateurs et producteurs, dans sa condition aussi d'élève. Et qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on peut enfin identifier dans ces pratiques du quotidien? Ils utilisent les outils numériques et ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour la recherche de l'information. Ils l'utilisent pour le partage d'informations. Ils l'utilisent aussi pour la construction de connaissances, pour la construction de savoir, quelquefois, disons, aux enjeux aussi de collaboration. Donc, ces trois dimensions, elles sont fondamentales aussi pour penser, disons, son potentiel en éducation. C'est pourquoi le deuxième enjeu éducatif que j'ai décidé de souligner, c'est précisément le potentiel des réseaux sociaux. Quel est le potentiel pour nous qui sommes situés en éducation et considérant bien évidemment qu'on est face à un nouveau profil d'élèves. On a des attentes, on a des dynamiques, des pratiques spécifiques, et ce par rapport à ces plateformes participatives. Déjà, je voulais valoriser la dimension de créativité. Quelquefois, je crois qu'on ne considère pas cette dimension, cette capacité de prise d'initiative, de conception, de nouveaux, je vais dire produits, ce n'est pas un bon mot, mais en fait, c'est un résultat auquel il arrive. Mais je voudrais aussi souligner que cette créativité, elle peut être, disons, développée soit chez les apprenants, soit chez les enseignants. Donc, on n'est pas en dehors de ce processus et de cette possibilité de promotion de la créativité. L'autre dimension que je voulais souligner et qui est très évidente aussi sur les réseaux sociaux et d'où son potentiel, ce sont les dynamiques, les processus d'interaction. En fait, tout le temps, pendant tout le temps, n'importe l'endroit où nous sommes, n'importe le temps et le moment de la journée où nous nous situons, on est presque toujours en interaction et en interaction sur des plateformes numériques. Troisième dimension, troisième versant que je voudrais aussi souligner et mettre en relief, c'est la disponibilité, c'est, disons, l'ouverture pour des démarches du travail, si on veut bien, coopératif et collaboratif, qui se fait déjà sur ces réseaux sociaux, d'une façon informelle, la plupart du temps, mais qui est
toujours en train d'être produite, entamée par pas mal de gens. Et donc, ça peut nous permettre de penser à la promotion, au déploiement, si l'on veut, d'une pédagogie de projet en profitant des réseaux sociaux. Je ne veux pas oublier ces démarches participatives de l'apprentissage. C'est vrai, je parle surtout dans l'apprentissage informel, mais qui peut être articulé, qui peut être mis en relation avec un apprentissage formel. Et finalement, le fait que ce potentiel des réseaux sociaux, il est aussi lié à des possibilités de nouvelles relations communicationnelles et d'apprentissage, non seulement entre élèves et enseignants, et dans un mouvement, je dirais, bidirectionnel, pas seulement unidirectionnel, mais aussi entre élèves et élèves. Et donc, je crois que ce potentiel communicationnel, il ne doit pas être négligé. Pour ce qui est en fait, et déjà plus particulièrement l'utilisation de réseaux sociaux en classe de langue, je veux surtout penser à ce que l'on fait déjà en contexte non éducatif, c'est-à-dire ce que l'on fait tout le temps quand on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est en train de faire de la production écrite, on est en train de faire de la production orale, on est en train de faire de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit, et ces réseaux sociaux permettent aussi qu'on développe pas mal de compétences transversales, de rédaction, de communication. Alors, que peut-on faire aussi en classe de langue? En fait, en classe de langue, on peut en profiter pour précisément développer ces différentes compétences, les compétences linguistiques et aussi les compétences transversales. Alors, on peut développer soit ce qui est de l'oral, soit ce qui est de l'écrit. Et en termes de compétences transversales, parce que quand on est enseignant, on est enseignant, on est surtout aussi éducateur, on a aussi le rôle de développement de compétences transversales. Alors, c'est une occasion aussi d'éduquer par et au réseau pour ce qui est, par exemple, le respect de la propriété intellectuelle, pour ce qui est le respect de la vie privée, entre autres, pas mal de possibilités que l'on a effectivement d'utilisation de ces réseaux et de faire la promotion de ces compétences. Plus en concret, je dirais que, et je ne vais pas développer ce sujet-là parce que ce sera Lydia qui le fera, et bien mieux que moi, mais je voudrais aussi juste souligner que ces réseaux sociaux, ils sont disponibles aussi pour la création de petites communautés éducatives où l'on peut faire le partage de vues, où l'on peut faire une promotion de débat, où l'on peut faire du clavardage, par exemple, où l'on peut faire la création de micro-récits, et on parle de nos jours beaucoup de littérature, par exemple. Alors, le micro-récit, c'est une possibilité excellente pour l'utilisation des réseaux sociaux, où l'on surtout cultive des textes, la production de textes, bref. Et donc, les micro-récits servent effectivement à cette finalité, et aussi, par exemple, pour faire des vidéos et partager des vidéos encadrées dans des interventions pédagogiques concrètes, bien évidemment. Juste un mot pour conclure, je voudrais dire aussi que quand je propose ce partage de notes, d'alerte sur le potentiel des outils numériques, sur le potentiel des réseaux sociaux, c'est parce que je crois très vivement à une salle de classe ouverte. Et pour moi, ça veut dire que ce que je fais, ça sort de la salle de classe et il y a tout un processus, toute une démarche qui commence avant,
qui continue dans la salle de classe et qui continue après. Et ça, on peut le faire avec l'aide du numérique. Pas seulement, bien évidemment, mais nous sommes ici pour parler du numérique. D'autre part, je crois aussi au potentiel des échanges intergénérationnels. Et parce que je crois à cet échange, je me dis souvent que si j'arrive à faire coïncider plus ou moins mon cadre de référence avec le cadre de référence de mes élèves, je vais augmenter les possibilités de communication entre nous. Et donc, pour moi, ces transformations technologiques, ce sont surtout des transformations aux enjeux sociaux de communication. Et ces transformations, ces changements que l'on subit, dont on fait l'expérience au jour le jour, ça doit avoir des effets, des implications dans la façon dont nous apprenons et enseignons. Et c'est pourquoi je suis vraiment attachée à cette possibilité d'approche multimodale de l'éducation. Je crois qu'une pédagogie des multilittératies, elle est vraiment importante et on peut le faire, pourquoi pas, avec l'exploration de pratiques participatives à l'aide des plateformes, de ces plateformes telles que les réseaux sociaux, en articulant apprentissage formel et apprentissage informel. Et bon, j'espère que ces quelques notes, ces quelques données que j'ai voulu partager avec vous suscitent un tout petit peu de débat, des réactions, qui sera, bien évidemment, ce débat, cet échange ramené pour la fin des deux interventions. Et pour le moment, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Fatima. Je crois qu'on peut vraiment vous remercier pour cette excellente présentation et ce propos tout à fait passionnant. On vous sent passionné aussi par ce que vous nous avez dit. Je crois que c'était important aussi de commencer ce webinaire par une vision un peu académique et universitaire aussi pour pouvoir poser tous les enjeux sociaux, éducatifs, linguistiques, communicationnels que nous a bien décrit ici Fatima, pour ensuite commencer l'intervention de Lydia, qui, elle, va nous apporter des éléments encore plus concrets. Et donc, je cède très vite la parole. Et effectivement, je rejoins ce que vient de dire aussi Fatima. Vous pouvez chatter, continuer de poser vos questions, et nous essaierons de les reprendre en fin de session. Lydia, je te cède la parole. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste d'abord, avant de commencer, essayer de partager mon écran. Voilà. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier vivement l'Institut français du Portugal et notamment le service de coopération éducative et linguistique de m'avoir invité à animer ce webinaire, et je le félicite aussi pour son excellent dynamisme et son soutien aux professeurs de français au Portugal. Et je remercie aussi Fatima Outelinho de relever ce défi avec moi. Alors, je vais partir des constatations de Fatima, justement, pour vous présenter des suggestions pour, comme disait Fatima, engager vos élèves dans une communication multimodale en FLE. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui d'outils numériques et de réseaux sociaux dans l'enseignement du FLE, permettez-moi de vous lancer d'ores et déjà un petit défi, celui de découvrir le message qui se cache derrière ces émoticônes ou ces emojis. Voilà. Donc, des emojis avec lesquels nous personnalisons nos SMS, nos courriels, nos commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez deux phrases à deviner. Avez-vous deviné?
Eh bien oui, nous pouvons traduire beaucoup d'émotions et beaucoup de choses à travers ces petites images. Et là, je voulais vous dire que je suis contente de participer à ce webinaire sur l'enseignement du FLE. Et bien sûr, j'espère que vous apprécierez. Voilà. Alors, vous devinez combien ces émoticônes sont de véritables petits trésors pour l'enseignement du FLE et aussi pour mettre en place une stratégie différente de production ou d'interaction orale ou bien écrite, mais je vous en reparlerai dans quelques instants. Alors, je voudrais commencer comme j'aime le faire d'habitude par un petit peu d'humour et puis aussi par quelques petites constatations. Comme le disait Fatima, nous vivons actuellement un grand tournant dans l'enseignement. Et cette illustration, eh bien, elle reprend nos peurs à tous quand nous sommes confrontés à un changement que nous ne contrôlons pas. Alors, il est vrai que nous vivons donc cette situation, une époque charnière, n'est-ce pas? Et dans la façon d'apprendre, mais aussi dans la façon d'enseigner. Et ce webinaire en est la preuve parce que bien avant la pandémie, ce genre de formation à distance n'était pas aussi répandu qu'elle ne l'est maintenant. Et moi, personnellement, je n'avais jamais participé à une formation avec environ 10 000 personnes comme j'en ai eu l'occasion il y a quelques semaines. Alors, nous enseignons actuellement le français à distance sur des plateformes diverses, n'est-ce pas, que nous ne connaissions peut-être pas il y a quelques mois à peine. Et moi, je parle aussi de mon expérience personnelle. Et puis tout d'un coup, nous voilà assignés d'un nouveau titre, d'une nouvelle mission. Nous devons relever de nouveaux défis, changer complètement nos pratiques. Et nous savons combien nous nous investissons dans notre métier et même à distance, n'est-ce pas? Alors, ce que je vous propose, c'est de voir le bon côté des choses. Hein. C'est de nous laisser séduire par justement ces nouvelles pratiques. Les enseignants, je veux dire, ont révélé non seulement une compétence professionnelle inouïe ces dernières semaines et assurant leur nouvelle fonction avec beaucoup de professionnalisme et sans grande préparation préalable. Vous avez peut-être vu au journal télévisé un reportage sur une enseignante qui a aménagé une mini-salle de classe dans sa voiture et qui fait cours en pleine campagne parce que c'est là qu'elle a du réseau et non pas chez elle. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est en tâtonnant que nous faisons actuellement la révolution dans l'enseignement et par là, eh bien, nous acquérons de nouvelles compétences, mais nos élèves aussi, et nous leur permettons de savoir utiliser leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone pour bien plus que des jeux, des recherches sur le net ou encore des posts souriants sur les réseaux sociaux. Alors, une autre petite image humoristique. Sur l'enseignement en période de confinement. Voilà, chaque discipline veut travailler et veut innover en profitant de la situation actuelle et parler du coronavirus et du confinement. Alors, il est évident que bien souvent, nos pratiques sont répétitives. En fait, il ne s'agit pas de changer de thème pour innover ou pour motiver. Les documents normatifs et le plan éducation 2030 sont formels. Hein. Le but de l'enseignement, c'est non pas de transmettre des contenus, mais de développer des compétences. Alors, il ne suffit pas de diversifier les thèmes, il s'agit de diversifier les processus, en diversifiant aussi les instruments, en donnant priorité à des méthodologies actives, des démarches participatives dans l'apprentissage, comme le disait Fatima, et en faisant en sorte que les élèves s'investissent. Alors, c'est pour ça qu'il faut valoriser justement ces apprentissages en les rendant plus visibles, en privilégiant le travail collaboratif, la participation à des projets. Alors, pour vous dire qu'un projet n'oblige pas forcément à des travaux herculiens. Hein. Développer un projet, c'est aussi travailler avec sa classe, peut-être en interdisciplinarité, en proposant un travail pratique et expérimental. Par exemple, de ce genre-là, faisons des vidéos et restons à la maison. Alors, ce que nous recommandent les documents normatifs actuels est en fait basé sur ce que préconise le cadre européen. Il s'agit de proposer à nos élèves des expériences de communication, un travail de projet qui rend possible des contextes interculturaux, de partage, de travail, interdisciplinaires. Voilà. Alors, les apprenants deviennent des auteurs, hein, c'est ce que nous disent les documents
officielle. Fatima parlait de producteurs, moi je parle aussi d'acteurs. Voilà. Bien sûr, beaucoup d'inclusion aussi, et voilà ce que nous disent les normatifs. Alors, pourquoi pas, effectivement, faire des vidéos pour les réseaux sociaux, du moment que ce soit en français et avec un but précis, communicatif. J'en ai moi-même reçu de mes élèves il y a quelques semaines qui étaient pleines de créativité. Alors, voilà. Alors, comment inclure des outils numériques et des réseaux sociaux dans l'enseignement du FLE de façon justement à développer toutes ces compétences? Eh bien, de la façon la plus simple qui soit, bien sûr, hein. La plus logique aussi, en travaillant les domaines de compétences, en créant un lien entre l'apprentissage et son application, et en stimulant la créativité et bien d'autres compétences encore, hein, pensée critique, résolution de problèmes, communication, aptitudes technologiques, ce que Fatima a appelé les multilittératies. Alors, commençons maintenant. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des emojis, des émoticônes, et j'en reviens donc en vous montrant un exemple de comment on peut les inclure en nos cours, aussi bien en présentiel qu'à distance. Alors, vous imaginez dans ces deux petits messages deux amis, Lucas qui envoie un message à Clara, et puis vous imaginez aussi toute l'interaction orale qui s'ensuit, et il est très content parce qu'il fait beau, il a une idée, il lui demande d'aller faire du skate ou d'aller à la plage ou à la piscine, et il pourrait même dire, je te propose d'aller après manger une part de pizza ou aller au cinéma, ce sera chouette. Et puis bien sûr, la pauvre, elle a tellement de travail qu'elle va répondre qu'elle ne peut pas, hein, qu'elle a beaucoup de travail, elle doit lire, elle doit étudier, elle doit faire du piano, des courses, ranger sa chambre, etc. Elle ne sait plus où donner de la tête et elle est vraiment désolée et elle embrasse. Alors, on imagine très bien qu'à partir de là, on peut promouvoir la production et l'interaction orale, mais on peut aussi très bien passer ensuite à une production écrite ou une interaction écrite. Voilà. Donc, et nous pourrions aussi demander à nos élèves de aussi créer leurs petits messages pour que les autres puissent aussi les interpréter. Et il s'agit en fait de construire du sens dans nos apprentissages et puis approcher aussi nos méthodologies de leur quotidien. Voilà, donc la première suggestion que je vous laisse aujourd'hui, c'est les émoticônes, les emojis que vous trouvez donc sur l'encyclopédie des emojis, l'Emojipédia. Alors, un autre site donc que vous trouverez toujours en partie supérieure de cette présentation, eh bien, c'est la réalisation de Voki. Alors, le site Voki permet aux élèves de créer des avatars respectant leur description physique, mais aussi de créer des personnages. Et ensuite, on va écouter on va les faire parler, disons, ces avatars. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est une activité qui est très motivante, qui peut être réalisée en interdisciplinarité aussi, avec les collègues d'informatique. Alors, je vous disais tout à l'heure, on peut les faire parler, mais le but, ce n'est pas de travailler la production orale, mais plutôt de travailler la production écrite. Alors, comment est-ce que cela peut être possible? Eh bien, parce que quand vous entrez dans Voki, vous sélectionnez bien sûr tous les petits détails au niveau donc de l'aspect physique. Vous pourrez ici, par exemple, changer le visage, les vêtements, même l'arrière-plan, etc. Mais surtout, vous allez écrire, enfin, vos élèves vont écrire. Hein. Là, je vous écris aussi un petit texte, vous voyez, et nous pouvons ensuite choisir la langue, ici, un petit peu plus bas, et même l'accent. Donc, moi, j'ai choisi un accent européen, Roxane, mais j'aurais pu aussi très bien choisir un accent canadien du Québec. Voilà. Et quand on appuie après sur le play ici, eh bien, le programme va lire ou va prononcer exactement le texte que nous avons écrit de la façon que nous l'avons écrit. C'est-à-dire que si je m'étais trompée, j'avais écrit bonjour au lieu de bonjour, eh bien, Voki, le Voki dirait bonjour et non pas bonjour. Alors, c'est une façon très, très intéressante et très dynamique, vous voyez, de travailler des compétences d'une façon un petit peu différente. Alors, c'est aussi un excellent outil pour que nos élèves en autonomie travaillent la phonétique. Hein. Voilà, ils peuvent écrire et ensuite, ils peuvent répéter. Voilà. Alors aussi pour travailler l'écrit, une autre suggestion, c'est
le programme logiciel Canva, qui nous permet de réaliser des affiches, des présentations, des publications pour les réseaux sociaux, aussi de créer des modèles à partir de modèles déjà existants. Alors, c'est un site qui est idéal pour des propositions pédagogiques, pour l'implantation d'une une approche basée sur la tâche. Alors, sachant que toute tâche est une situation, problème qu'il va falloir résoudre pour arriver à un produit final. Voilà, donc vous imaginez combien ce genre de logiciel peut être positif. Alors, vous avez ici, de mon côté gauche, une petite animation. Vous voyez, c'était sur le thème de l'écologie, de la préservation de la planète. Et c'est une petite animation très simple. Alors, avec le logo, le titre de l'association, il y a ici l'emploi de l'impératif. Et puis, cette petite animation, quand je clique ici sur la petite flèche, voilà ce que ça donne. Des choses toutes simples. Voilà. Et qui va attirer aussi l'attention de la personne qui regarde vers le message que l'on veut passer. Du côté droit, vous avez une production écrite d'un élève qui raconte ses vacances en Croatie l'année dernière et qui a été placé, disons, sur un layout, un modèle un petit peu différent. Le modèle, c'est un modèle que j'avais fourni moi-même à mes élèves et puis eux ont rajouté leurs photos, leurs textes, etc. Donc, ils ont pu aussi personnaliser. Et c'est une façon beaucoup plus agréable de corriger, de recevoir leur production écrite. Voilà pour la troisième suggestion. Alors, c'est aussi très chouette pour élaborer des affiches, par exemple, ou pour demander à vos élèves, comme on le fait très souvent, de rédiger ou d'élaborer une invitation. Alors, voilà comment ça se présente. Quand vous entrez sur Canva, vous avez ici, du côté gauche, plusieurs modèles. Donc, vous pouvez écrire votre thème, le thème que vous désirez, et on va vous proposer différents modèles. Alors, moi, j'ai choisi ce modèle-ci, voilà, avec une photo en noir et blanc et puis un fond rouge. Mais j'ai changé la photo. Comment j'ai changé la photo? Eh bien, je vais aller sur les photos qui font partie de la bibliothèque de Canva, ou bien alors, en faisant upload, en téléchargeant, je peux placer une photo personnelle. J'y ai introduit aussi un gâteau, vous voyez ici, donc j'ai cliqué ici sur éléments, et j'ai écrit gâteau d'anniversaire, et j'ai eu plusieurs suggestions. Alors sachez que ce site, une partie est gratuite, une partie est payante comme la plupart, hein, mais de toute façon la partie en libre accès est très riche déjà. Voilà. Alors, j'ai aussi rajouté du texte, vous voyez, confirme si tu veux ta présence ici, en cliquant sur texte, et puis j'ai pu choisir. Alors, vous pourrez aussi choisir le couleur de fond, rajouter des petits éléments, etc. Donc, c'est un site que je vous conseille vivement, et parce que disons qu'on arrive facilement à un très bon résultat. Voilà. Alors, prochaine suggestion, eh bien, c'est la bande dessinée. Voilà. Alors, ce site pixton.com, il est extraordinaire. Il est très simple d'utilisation. Il y a aussi une partie gratuite, une partie payante, bien sûr. Et vous pouvez vous inscrire comme professeur et il y aura certains avantages pour partager, par exemple, avec vos élèves. Mais vous pourrez demander à vos élèves d'entrer tout simplement sans compte comme invité, comme élève et de créer leur bande dessinée. Alors, voici un exemple de bande dessinée qui avait été créée justement pour reprendre le thème de l'invitation. C'était l'invitation pour une fête d'anniversaire créée par des élèves de 7e année, voilà, pour inviter leur ami à leur fête d'anniversaire. C'était Sarah. Dans ce cas-là, ça a été fait, bien sûr, par deux élèves. Alors, vous voyez, c'est un travail aussi ou une proposition qui permet un travail collaboratif aussi. Il est excellent pour l'interaction écrite. Alors, voilà comment vous allez le trouver. Voilà, vous entrez, vous pourrez créer, on vous demande de créer un avatar vous ressemblant. Voilà, j'ai créé mon avatar, voilà. Et ensuite, on va pouvoir, regarder si vous voyez sur ce menu horizontal, on va pouvoir choisir l'arrière-plan. Donc, j'ai choisi l'arrière-plan d'une maison. On peut choisir des personnages. Si vous cliquez, on va vous proposer d'autres personnages.
vous allez aussi choisir la position de votre avatar ou de votre personnage par rapport à l'arrière-plan. Et puis, si vous cliquez sur mots, eh bien, vous pourrez écrire votre texte. Donc, là, je l'ai écrit d'avance parce que c'est plus facile comme ça. Donc, et ensuite, vous cliquez sur Enter et puis tout cela va apparaître. Voilà. Alors, vous pourrez aussi, en cliquant sur visage, choisir l'expression du visage, soit la surprise, le bonheur, la nervosité, etc. Et par rapport aux actions, eh bien, vous pourrez choisir aussi si la personne est debout, assise, si elle lève les bras, etc. Voilà. Et ensuite, soit il y a juste à télécharger et là, il faut payer, ou bien tout simplement, on fait un print screen ou on découpe l'écran et on peut garder. Voilà, c'est donc assez facile à utiliser, assez intuitif. Ça permet le développement de beaucoup de compétences, hein, beaucoup de créativité, bien sûr, le travail collaboratif, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, elle s'adapte aussi, cette proposition aussi, très bien à l'approche par les tâches et la pédagogie du projet. Voilà. Alors, voilà une nouvelle proposition que vous connaissez certainement, vous en avez tout du moins entendu parler, le Padlet. Alors, le Padlet, c'est un mur virtuel hein, pour la publication de textes, de vidéos, d'audio, etc. Alors, ça nous permet de retrouver au même endroit différents documents de typologies différentes, hein, des textes, des vidéos, des photos, etc. Alors, voici le Padlet des élèves de section européenne de mon établissement. Qui se présentaient, mais aussi qui ont interagi entre eux. Alors, je vous ai mis des commentaires, donc pour cacher un petit peu les photos des élèves aussi, mais vous voyez, ce sont leurs commentaires. Donc, à la présentation, ils devaient parler de leurs loisirs et donc par rapport à leur vécu personnel, donc ils vont dire qu'ils ont les mêmes goûts ou des goûts différents, ou suggérer aussi d'autres activités. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, pour créer un Padlet, vous allez sur Padlet et vous créez un compte, bien sûr. Alors, vous voyez ici, j'ai créé un Padlet qui s'appelle l'heure du prof. Je vous ai mis tous les liens et je pourrais aussi vous placer après d'autres documents. Voilà, je vais juste placer là. Alors, vous regardez ici, quand vous cliquez sur modifier, c'est facile. Vous allez choisir le titre, donc l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pourrez ici autoriser ou non les commentaires, mais vous pourrez établir qu'il va falloir d'abord que les élèves proposent leurs commentaires et vous validerez. Donc, il n'y aura aucune mauvaise surprise. Voilà. Et ensuite, juste cliquer sur garder. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une méthodologie très intéressante, aussi bien pour les classes, les projets, les activités, les formations, etc. Alors, puisqu'on parle de réseaux sociaux, moi, j'ai pensé que peut-être Instagram aussi, comme les élèves y vont de plus en plus, on pourrait aussi se l'approprier, nous, professeurs de FLE, et travailler avec ces réseaux sociaux en classe. Aussi bien pour l'interaction écrite, pardon, mais aussi pour d'autres compétences, surtout au niveau technique. Alors, j'ai proposé à mes élèves d'aller sur Instagram à la maison et j'ai vérifié qu'ils cliquaient sur le petit cœur pour dire qu'ils avaient aimé, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Alors, pour justement promouvoir cette interaction écrite, pendant le cours, très souvent, je leur pose la question et pendant 5 minutes, ils prennent leur smartphone et ils répondent. Voilà. Alors, si cette dame répond « Je vais bien, très bien, merci » et vous, donc il devait imaginer quelle était la question qui avait été posée. Alors, quand vous vérifiez que, par exemple, cet élève-là a bien répondu, donc j'ai mis le petit cœur rouge. Celui-ci, Joachim, a oublié le point d'interrogation, donc il n'y aura pas le petit cœur rouge, et ainsi successivement. Voilà, alors quand l'élève n'obtient pas le petit cœur rouge, il n'est pas content, donc il essaye de s'auto-corriger. C'est valable pour des thèmes très divers, hein, voilà, ça dure un petit peu 2-3 minutes, pas plus.
Et puis, c'est aussi un excellent exercice pour l'application et la consolidation de vocabulaire, de lexique, de structure de phrases. Et puis aussi, comme je vous le disais, c'est très bien pour l'autocorrection, puisque l'élève veut absolument avoir ce petit cœur rouge. Et donc là, les tâches ménagères, beaucoup font beaucoup de choses à la maison aussi. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, vous dire que les avantages des outils numériques et des réseaux sociaux sont nombreux, aussi bien au niveau de la motivation, parce qu'ils sont au goût des jeunes, ils intègrent leur quotidien, mais aussi en ce qui concerne l'apprentissage. Ce sont des atouts majeurs parce qu'ils rendent justement l'apprentissage plus dynamique et ils placent les élèves au centre de leur apprentissage même. Au niveau du développement des compétences, de ces multilittératies dont parlait Fatima, ils développent des compétences communicatives, stratégiques, interculturelles, d'autres compétences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, au niveau des résultats aussi, c'est très positif parce que non seulement ils améliorent les résultats d'une façon générale, il y a la motivation donc et aussi la création de liens affectifs avec la tâche et avec le professeur, mais surtout cela promeut une satisfaction personnelle de l'élève par rapport à son apprentissage. Alors, cette petite carte mentale bien simple, elle a été faite aussi sur un logiciel pour créer des cartes mentales qui s'appelle mindomo.com et vous pourrez aussi les faire vous-même ou demander à vos élèves de résumer ou d'élaborer leur carte mentale sur la partie gratuite de Mindomo. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'ai essayé de vous montrer en un temps très limité le potentiel pédagogique de ces ressources. N'hésitez pas à vous lancer, à expliquer ces outils. Retenez qu'il n'est pas obligatoire d'être expert en informatique. Je ne le suis pas du tout moi-même. Essayons donc à partir à la découverte de sentiers non battus ou de sentiers battus et de les redécouvrir. Alors, permettez-moi de terminer comme j'ai commencé par un petit défi. Voilà, j'ai un petit message pour vous que je vais vous demander aussi, c'est mon message final, je vais vous demander de le décoder. Voilà. Alors oui, bien sûr, il y a une image de mer, après il y a une scie, ce torse il est quand même pas mal, nous pouvons dire qu'il est beau et vous avez une girafe. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est merci beaucoup. Et vous laissez aussi ce site pour faire des rébus. Vous vous rappelez certainement de ce rébus que nous faisions quand nous étions enfants. Donc, pour essayer de deviner un mot ou une phrase, une suite de dessins. Voilà, alors bonne découverte à tous, bon confinement et bon cours à distance à tous. Merci à nouveau à l'Institut français, à Clarisse, à Camille et à Fatima et merci à vous tous d'être là cet après-midi. Voilà, Clarisse, Camille, je vous repasse la parole. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, vous me voyez aussi parce que je ne le vois plus. Alors, merci infiniment Lydia pour cette vraiment excellente présentation. Je crois que tu nous as fait découvrir ici des outils, une multitude d'outils tout à fait intéressants pour travailler en classe avec vos élèves, que ce soit pour travailler l'écrit, l'oralité, les remotiver. Et donc vraiment, je crois que c'était aussi l'objectif de ce webinaire, c'était de vous apporter des ressources pédagogiques, des outils pour que vous puissiez les réutiliser au mieux en classe. Alors, on a eu quelques petites questions, alors beaucoup de réactions aussi, bien sûr, positives sur les présentations de nos intervenantes. Peu de questions, parce que je pense que les présentations étaient donc excellentes et donc elles n'ont pas forcément suscité de questions. J'en retiendrai peut-être quelques-unes. Je vais revenir à l'intervention de Fatima dans l'ordre. Donc, il y a une petite question qui avait été posée sur la différence entre l'enseignement à distance et l'enseignement en ligne. Est-ce que Fatima, peut-être, pourrait nous en dire un peu plus sur cette différence, s'il y en a une? Oui, bien sûr.
En fait, quand on partage nos nouvelles expériences pendant cette période de confinement, on se rend compte que quelquefois, on reproduit ce que l'on fait en présentiel. Alors, on est trop expositif, par exemple, il y a un souci de transmission, on n'utilise que le support, mais rien ne change. Et donc, même, c'est vrai, c'est polémique ce que je vais dire, j'en suis consciente, mais par exemple, même pour ce qui est la durée de la classe, la durée en présentiel, ce n'est pas la même durée à distance. Parce que il faut avoir, c'est vrai qu'on peut changer, diversifier les dynamiques pour que ce ne soit pas trop embêtant, mais quand même, on doit jouer sur des moments synchrones, des moments asynchrones. Et ce que l'on voit le plus souvent, c'est que on a une petite interférence. Se limite. Quelqu'un a dit quelque chose, mais je ne sais pas. Bon, ce que l'on fait, c'est toujours de demander l'usage, par exemple, des méthodes, des manuels scolaires ou des fiches, disons, de travail. Mais est-ce qu'on est en train d'associer ces nouveaux supports à des possibilités autres, comme par exemple celle dont on a parlé aujourd'hui? Et donc, c'est tout simplement, c'est comme le projecteur. Quand on a par exemple le tableau interactif, souvent on l'utilise en tant que projecteur. Il a été fait, oui, bien sûr, aussi pour projeter, mais on l'a fait par exemple en usage interactif pour travailler avec différents langages, avec d'autres dynamiques, mais le plus souvent on ne le fait pas. Et donc, c'est la même chose avec l'enseignement que l'on fait maintenant non présentiel. C'est vrai, on a l'ordinateur, c'est vrai, on utilise différentes plateformes, mais on ne change pas de pratique. C'est juste un autre support. Merci Fatima pour toutes ces précisions. D'autres petites questions, mais vraiment une petite question, par exemple, sur le fait, est-ce que tous ces sites que tu nous as conseillés, Lydia, Moki, Canva, Pixon, Padlet, sont en portugais, existent en portugais? Vous avez vu que la plupart des sites sont en français, donc on peut changer la langue en fait. Vous choisissez la langue avec laquelle vous voulez travailler. Voilà, donc c'est facile. Vous pouvez voir aussi dans le chat, j'ai ajouté quelques adresses, donc Canva, Pixton et Padlet sont aussi disponibles donc en portugais, parfois portugais brésilien et en français. Oui, donc sur les paramètres, on choisit la langue avec laquelle on veut travailler. C'est très facile. Très bien. Je comprends que tout le monde a l'air assez satisfait de cette présentation. Vous avez peut-être d'autres questions avant de partir? Personne n'a demandé si l'enregistrement de si on pouvait obtenir l'enregistrement de cette présentation. Donc oui, cette présentation est enregistrée et ensuite on vous enverra par mail un lien et on mettra aussi sur nos réseaux sociaux pour pouvoir la revoir. Exactement. Et ce que je voudrais aussi vous proposer tout de suite, à moins que vous ayez encore des questions, donc n'hésitez pas. Alors Lydia, pour quand une formation de 25 heures sur ce sujet, hein? Alors, je termine demain une formation de 50 heures sur ce sujet avec une classe très motivée. Donc, j'ai des collègues qui, certaines d'entre elles n'avaient pas l'habitude de travailler avec des outils de ce genre et ont élaboré et testé avec leurs élèves des choses absolument géniales, aussi bien en présentiel qu'à distance. Eh bien, et donc tu as réussi à nous synthétiser en un quart d'heure ta formation de 5 heures. Déjà, rien que ça, je tiens quand même à souligner la performance. Merci Lydia. Tu nous diras, est-ce que ta formation de 50 heures sera aussi disponible? On pourra la revisualiser, non? Ça sera long, oui, ça sera long. Bon. Alors, d'autres peut-être questions avant peut-être de vous proposer
en fait, de vous. En fait, nous souhaiterions en fait pour garder un souvenir de cette première, de ce premier webinaire et de cette inauguration de la série donc de 4 prochains webinaires qui, comme je vous ai déjà dit en introduction, vont vous être proposés dans les 4 prochaines semaines. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite capture d'écran de l'ensemble des participants et que nous allons donc partager sur nos réseaux sociaux également. Ce que va Camille essayer de faire, c'est de vous progressivement réactiver vos webcams et vous demander donc d'afficher votre plus beau sourire. Si vous ne voulez pas apparaître sur cette capture d'écran, bien sûr, il suffit de ne pas accepter la demande d'activation de la webcam qui vous est envoyée maintenant, je pense. Camille, ça va? En tout cas, merci de votre participation aussi. J'en profite pendant que Camille réactive les caméras pour vous dire également que nous allons très vite vous envoyer un email à l'ensemble donc des participants pour vous envoyer donc un petit questionnaire, une petite évaluation à remplir très très courte et très simple, qui ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais qui pour nous sera vraiment très utile pour pouvoir vous proposer de nouveaux webinaires qui soient adaptés à vos besoins et à vos attentes. C'est vraiment important aussi d'avoir votre retour et vos impressions et d'éventuelles propositions de thèmes pour de prochains webinaires. Nous vous enverrons également un petit formulaire pour pouvoir vous inscrire au prochain webinaire, dont le thème vous sera communiqué très bientôt sur les réseaux sociaux. Il va falloir faire preuve de curiosité pour pouvoir très vite découvrir ce nouveau thème. Je vous rappelle qu'il aura lieu déjà dès la semaine prochaine. Donc, je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Nous vous enverrons également tous les documents qui vous ont été présentés aussi aujourd'hui. Ils seront disponibles pour ceux qui sont inscrits et ceux qui ne le sont pas encore. Je vous invite à le faire sur la plateforme IF Prof Portugal. Devenez membre, c'est très simple. Vous y trouverez plein de collègues à vous qui sont déjà inscrits au Portugal, mais aussi dans le monde entier. C'est vraiment une plateforme très riche qui vous permettra de partager énormément de ressources pédagogiques et méthodologiques. Donc, tous ces documents, toutes ces présentations vous seront également disponibles sur IF Prof, mais également sur notre site internet. Je fais également un appel, j'en profite, parce que nous sommes en train de rechercher toujours des professeurs qui seraient intéressés pour témoigner lors d'un prochain webinaire. Si vous êtes disponible, intéressé, que vous souhaitez aussi partager vos conseils, votre expérience ou vos outils, n'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez déjà l'adresse de Camille. Vous avez un micro qui n'a pas été coupé. Il y a un micro qui n'a pas été éteint. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter. Disponible, Camille et moi, pour répondre à vos questions, à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet de l'Institut français du Portugal. Camille, est-ce que tu penses qu'on va réussir à tous rentrer? En plus, on a sûrement tous un peu grossi pendant ces 2 jours. Allons-nous réussir Alors on est quand même 64 connectés actuellement. Oui, alors je pense qu'on va devoir faire 2 photos, 2 captures d'écran. J'en profite, je vois aussi que Pierre Alfaroba nous a rejoint pendant la réunion. Donc, j'en profite pour permettre aussi de parler s'il le souhaite. Alors, Pierre, tu lui as ouvert son micro. Donc, je vous le disais en introduction, donc grâce à Pierre Alfaroba, qui est le directeur de l'Alliance française de Lisbonne et coordinateur du réseau des Alliances françaises ici au Portugal, nous a très gentiment prêté sa salle Zoom parce que nous ne sommes pas équipés. En tout cas, Pierre a une connexion illimitée et ça a très bien fonctionné malgré les sueurs froides qu'on a pu avoir hier, n'est-ce pas? Tout a marché. Merci Pierre, merci à l'Alliance française de Lisbonne. Et je me réjouis vraiment de voir que ce webinaire a réuni tant de personnes donc dans la salle, dans une des salles virtuelles de formation de l'Alliance française de Lisbonne. Et voilà, je suis à votre disposition aussi pour les futurs webinaires si vous le souhaitez. Et bravo aux intervenantes que j'ai suivies dont j'ai suivi la présentation avec beaucoup d'attention. C'était très intéressant. Et voilà, c'est encore une très belle initiative de l'Institut français du Portugal. Bravo. Merci Pierre, mais c'est un travail collaboratif. Hein. On fait ça aussi avec vous, grâce à vous et pour vous. On espère en tout cas que vous y avez trouvé des éléments intéressants pour les exploiter et puis surtout vous retrouver pour les prochains. Camille, alors on va faire avec ce qu'on a. Tout le monde je pense que la majorité des personnes ont affiché leur webcam. Donc, je vais prendre du coup 3 captures d'écran puisqu'on est beaucoup.
Alors, je vous propose de tous sourire. Et puis, je vais prendre les 3 captures. Allez-y. Il vaut mieux qu'on sourie aux 3 au cas où. Ouais. Oui, souriez pour les 3 au cas où. Tout le monde est là. OK. Parfait. Eh bien, merci à tous, merci beaucoup. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Vous aurez les dates, l'heure et le thème très bientôt sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de l'Institut. Merci, bon après-midi, bon courage. À très vite. Merci Merci. à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.